L'écrivain anglais fit l'objet de commémorations et c'est sans doute à l'occasion d'une de ces tables rondes que l'un des plus importants critiques du marxisme et du totalitarisme soviétique, Kostas Papaioannou, s'interrogea sur l'œuvre de George Orwell. Kostas Papaioannou est un philosophe grec venu en France à l'âge de 20 ans, en 1945, en compagnie de Kostas Axelos et de Cornelius Castoriadis. Il avait été membre en Grèce d'un petit parti socialiste révolutionnaire lié à Marceau Pivert et à l'Independent Labour Party. Il fit partie de cette petite cohorte d'intellectuels qui, au plus chaud de la guerre froide, placèrent avant tout l'exigence de, comme le dit Orwell, détruire le mythe soviétique. Dans les archives de Kostas Papaioannou, conservées à l'IMEC, l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine, se trouve un manuscrit inédit consacré à l'auteur de 1984. Il n'est pas daté, ne contient aucune indication permettant de dire où ni quand il fut prononcé, mais son étude permet cependant de le situer fin 1979, début 1980, c'est-à-dire pour les 30 ans de la mort d'Orwell. Je vous lis le début de ce texte inédit de Kostas Papaioannou sur George Orwell. Je cite. Pour les hommes de ma génération, il est impossible de relire Orwell sans remémorer le climat de l'immédiate après-guerre. On comptait alors sur les doigts ceux qui avaient lu Souvarine ou Chiliga et qui ne les avaient pas oubliés. Quand ils n'étaient pas franchement communistes, l'immense majorité des intellectuels se situait quelque part entre la ligne de Lassie et celle de Merleau-Ponty. Papaioannou, donc, en 1980, renvoyait ainsi à deux figures de la critique du communisme soviétique, deux des premiers anti-staliniens. Boris Souvarine est l'auteur en 1935 d'une biographie de Staline devenue classique et d'un essai intitulé Cauchemar en URSS auquel Orwell fait référence. Chiliga, Anton Chiliga, par contre, est oublié. Ce communiste yougoslave, l'auteur d'un des plus importants témoignages sur le stalinisme, est l'un des premiers à mettre en cause Lénine dans la responsabilité de la catastrophe soviétique. Orwell en conseilla la lecture à Dwight MacDonald. En France, à la fin des années 30, Chiliga publia ses témoignages et ses analyses dans La Révolution prolétarienne, aux côtés de Daniel Guérin, Walter Krivitsky, Magdeleine Paz, Victor Serge et d'un socialiste anglais, George Orwell. Ces critiques de gauche, dénonçant le communisme soviétique au nom du socialisme, étaient aussi très actives autour de la gauche révolutionnaire de Marceau Pivert, des revues Spartacus et la Révolution espagnole. Alors, la revue Spartacus, elle est animée par René Lefebvre, qui est correcteur d'imprimiste, un imprimeur, un anticommuniste d'ultra-gauche, et c'est lui qui a édité les œuvres de Rosa Luxembourg en particulier. La Révolution espagnole, c'est la revue française du POUM, et elle est dirigée par l'un des leaders de la gauche révolutionnaire, le sociologue Michel Colligny. S'il ne s'agit pas là d'un courant orwellien, politiquement, ces femmes et ces hommes sont, à n'en pas douter, des correspondants d'Orwell, des compagnons de lutte dans la guerre d'Espagne et contre le stalinisme. Alors revenons maintenant au début de la guerre froide. Dans quel lieu se retrouvent alors ceux qui, je cite, n'avaient pas oublié Souvarine ou Chiliga? La reconstruction d'une critique antistalinienne entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le coup de Prague se fit difficilement dans un monde intellectuel largement dominé par les communistes. Tandis que René Lefebvre relance Spartacus, une revue accueillit dès 1945 ces intellectuels critiques appartenant à une gauche hétérodoxe, c'est-à-dire antistalinienne, socialiste, en rupture avec le communisme et avec le marxisme-léninisme. Cette revue, il s'agit de la revue Paris. Alors c'est une publication mensuelle qui se présentait comme une revue de compte-rendu consacrée à l'actualité littéraire, intellectuelle et artistique, donc avec des comptes-rendus sur l'ouvrage philosophique, sur le théâtre. Voilà. C'est une revue qui possède deux particularités qui nous intéressent ici. D'une part, elle est largement ouverte aux publications venues des pays de langue anglaise. Cet intérêt pour les débats anglo-saxons apparaît par exemple à l'occasion d'un dossier consacré en février 1946 à l'actualité littéraire britannique, où était évoquée la parution d'Annie Wolfhard. D'autre part, parus accueillis des anciens de la guerre d'Espagne, du POUM et de la gauche révolutionnaire, comme Victor Alba, Michel Collinet, Yves Lévy, Aimé Patry ou Jean Rabot. Ce sont précisément ces antistaliniens des années 1930 qui rendirent compte des ouvrages critiquant le communisme soviétique.
Le débat sur l'URSS provenait alors majoritairement des États-Unis et du Royaume-Uni. De 1945 à 1947, parut, commenta et relaya ainsi, par la voix de ces antistaliniens, les livres de Burnham, de Custer ou de Kravchenko. Leurs analyses sont alors très proches de celles d'Orwell. En 1945, par exemple, Yves Lévy rendit compte de l'ouvrage de James Burnham, Les Machiavéliens, 4 ans avant la traduction française du livre, et il portait un jugement très négatif sur le travail de Burnham, dont Orwell avait noté la bêtise. De son côté, Yves Lévy, qui était un traducteur et spécialiste de Machiavel, s'inscrivait en faux contre, je cite, des idées sommaires et fondées sur une analyse extrêmement fausse. En 1947, avec l'entrée officielle en guerre froide, les débats s'étaient radicalisés et la critique stalinienne, tout en restant naturellement ultra minoritaire et marginale, s'affirmait. En janvier 1947, Aimé Patry, qui était rédacteur en chef de Paru, était alors membre de l'SFIO, proche de Spartacus, défendit le lieutenant de commissaire d'Arthur Koestler, alors violemment attaqué en France. Comme Orwell, il saluait l'idée d'une fraternité des pessimistes, défendue par Koestler, et Aimé Patry parlait à ce propos de désillusionnés volontaires et indiquait, parmi les intellectuels français, la figure d'Albert Camus. Si le livre de Koestler avait provoqué des débats, le témoignage de Peter Kravchenko devait défrayer la chronique intellectuelle et judiciaire, marquant une date importante dans les débats sur le communisme soviétique. La traduction du livre de Kravchenko, J'ai choisi la liberté, parut en juillet 1947. Et dès le mois de septembre, un an et demi avant l'ouverture du célèbre procès Kravchenko française, Michel Collinet présenta l'ouvrage dans Paris. Pour lui, la clé du récit se situait dans la fidélité de Kravchenko à la Russie révolutionnaire symbolisée par le père de l'auteur, par le père de Kravchenko, ouvrier révolutionnaire, sans parti, condamné à mort sous le tsarisme, très hostile au bolcheviks. Pour Collinet, c'est cette fidélité à l'élévation morale d'un père ouvrier disant Herzen et Tolstoï à son fils que Kravchenko devait son, je cite, indépendance de jugement et sa force de caractère.